Mon nom est Dominique Stutzmann, je suis chargé de recherche au CNRS, responsable de la section de paléographie latine de l'Institut de recherche et d'histoire des textes. Après le bac, j'ai fait une classe préparatoire au lycée Henri IV. J'ai fait mes études à la Sorbonne et surtout à l'École nationale des chartes, ce qui m'a permis ensuite de devenir d'abord chargé de recherche à la Bibliothèque d'État de Berlin, puis conservateur à la Bibliothèque nationale de France, avant de finir ma thèse de doctorat et de passer le concours du CNRS, ce qui m'a permis d'être recruté à l'IRHT en 2011. La paléographie est l'étude de l'histoire des écritures, des modes de production et de réception des objets inscrits qui ont été lus, produits, écrits par les hommes au cours du temps. Et la paléographie étudie les facteurs à la fois graphiques, c'est-à-dire techniques, matériels de l'écriture, et également les facteurs extragraphiques, anthropologiques, sociaux, linguistiques, qui influent sur l'histoire de l'écriture. Comment je suis devenu paléographe et pourquoi je m'intéresse aux écritures? C'est une question qui est difficile, mais je crois que la vraie réponse, c'est que je m'intéresse aux gens. Et que je m'intéresse aux gens, à ce qu'ils pensent, à leur façon de vivre leur pensée et la façon dont ça peut trouver une matérialisation dans leur écriture. Ma thèse de doctorat portait sur les pratiques de l'écrit chez les cisterciens en Bourgogne-Champagne et j'ai essayé de montrer, j'espère que j'y suis arrivé, que ces gens-là, ces moines blancs de l'ordre de Cîteaux, manifestaient dans leur façon d'écrire leur conception de leur identité collective. Et je pense que l'écriture est très largement une manifestation d'idées. Et pas seulement par le texte, mais par sa mise en forme. Et évidemment, aujourd'hui, enfin depuis le 19e siècle, on considère que l'écriture est un trait caractéristique. Certaines personnes se spécialisent en graphologie pour le meilleur et pour le pire. Mais il existe dès le Moyen-Âge des gens qui ont des écritures individuelles, souvent des lettrés, mais il existe aussi ce qui a disparu largement de notre écriture manuscrite. Il existe des façons de faire, des façons d'écrire, qui sont des façons collectives, qui sont des imitations de modèles dans un monde qui connaît plusieurs types d'écriture, plusieurs canons d'écriture. Et ces canons sont présents, coexistent au Moyen-Âge. Ça veut dire que choisir une façon d'écrire, c'est réellement, activement faire un choix qui est guidé par des raisons sociales, par des réflexions qui ne sont pas forcément des raisons individuelles ou par des raisons qui ne sont pas forcément conscientes. Étudier les écritures du Moyen-Âge, c'est une façon d'étudier les gens. Je disais à l'instant que ces choix collectifs n'existent plus aujourd'hui dans nos écritures manuscrites, mais en revanche, on les retrouve tout à fait dans notre production imprimée, avec les chartes graphiques des entreprises, avec les différentes polices qu'on va mettre en œuvre au sein de grandes entreprises, mais également au sein du CNRS, par exemple. Voilà.
Voilà comment je me suis intéressé à l'écriture. À quoi sert d'étudier la paléographie aujourd'hui? En plus de, enfin, autrement que pour faire de la recherche pointue en histoire de l'écriture. Alors, il y a plusieurs raisons d'étudier la paléographie pour des étudiants aujourd'hui. La plus simple, c'est que c'est la porte d'entrée vers l'accès au texte, tout simplement par l'apprentissage du déchiffrement. C'est la moins bonne raison, mais c'est la plus pratique et elle est évidente. C'est un prérequis pour accéder au texte et à leur histoire et à leur compréhension. Mais plus généralement, faire de la paléographie, c'est étudier le rapport d'une société à son ou à ses écritures, étudier le rapport d'individus à la mise en forme de leur écriture. De ce point de vue-là, la paléographie n'a pas de limite chronologique. Elle s'appelle paléo pour dire qu'on étudie principalement les écritures anciennes, mais l'écriture est un phénomène historique qui ne cesse pas. Le Moyen-Âge, en revanche, est une période, comment dire, privilégiée, bénie pour l'étude de l'histoire de l'écriture, et c'est en ça que faire de la paléographie des temps médiévaux est réellement une recherche ou une discipline stimulante, riche d'informations, y compris pour nous, parce que le Moyen-Âge présente tous les défis auxquels notre temps est confronté. Le Moyen-Âge voit des sociétés qui sont multilingues, qui utilisent en permanence une langue vernaculaire et une langue qui est véhiculaire d'un autre niveau de savoir, en l'occurrence le latin. Comme aujourd'hui, dans les milieux universitaires, on utilise le français pour se faire comprendre au quotidien et l'anglais pour se faire comprendre des collègues plus éloignés. Le Moyen-Âge connaît plusieurs écritures qui ont des rapports entre elles, mais qui vivent des histoires qui sont largement autonomes. De même qu'aujourd'hui, on peut voir les gens écrire leur écriture manuscrite avec un stylo à billes sur une feuille, puis taper sur un clavier, ou écrire avec un stylet sur une tablette. On a aussi aujourd'hui pour l'histoire de l'écriture au Moyen-Âge un intérêt renouvelé parce qu'on s'intéresse de plus en plus aux illettrés de notre propre société. Or, le Moyen-Âge est plein d'illettrés et qui ont des rapports très variables avec l'écriture, parfois des rapports amusants, avec des gens qui imitent des écritures, qui imitent des formes qu'ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'écrire mais pas de lire, des gens qui sont capables de lire mais pas d'écrire, des gens qui ne savent ni lire ni écrire mais qui savent bien reconnaître ce qu'est un diplôme, un acte authentique et qui ressemble à une vente, à une donation, enfin quelque chose qui va leur sembler adéquat pour prouver des droits, pour prouver leur possession sur des terres. Bref, tous ces niveaux de littératie, de capacité à employer l'instrument écrit
dans la vie avec des objectifs variés, ce sont des niveaux qui sont pertinents pour analyser la société d'aujourd'hui dans un monde globalisé. D'une part parce qu'on s'intéresse à des sociétés traditionnelles où on retrouve des structures de littératie parallèles à ceux qu'on pouvait connaître au Moyen-Âge en Europe, et aussi parce que pour diverses raisons de l'effondrement du système scolaire, on retrouve un éventail de capacités fort différentes avec une écriture et notamment une orthographe qui servent de marqueur social et de discriminant social. Et aujourd'hui, un enfant de bonne famille apprend l'orthographe traditionnelle du français du XXe siècle, ce qui va lui ouvrir des portes pour être embauché, alors que des enfants plus pauvres vont avoir un rapport plus créatif ou moins structuré, moins discipliné à l'écriture, et ne vont pas se voir offrir les mêmes carrières. Donc de ce point de vue-là, ce que l'on sait du Moyen-Âge peut offrir une grille de lecture aux évolutions ultra-contemporaines. Le paléographe, au cours de sa formation et dans sa pratique quotidienne, doit évidemment savoir lire et déchiffrer les écritures, mais surtout ce qu'il fait plus quotidiennement, c'est ce qu'on appelle dater et localiser, c'est-à-dire mettre en œuvre ses savoirs sur l'histoire générale de l'écriture pour identifier les dates et lieux de production des manuscrits, des livres ou des chartes produites au Moyen-Âge ou dans la période historique qui l'intéresse, en repérant des caractéristiques graphiques qui sont spécifiques à une période ou un lieu. Mais ça, ce sont les tâches, j'allais dire, de paléographie de lecture et de paléographie d'expertise qui font de la paléographie une science auxiliaire de l'histoire. Ce qui intéresse le paléographe, c'est réellement de poser les questions historiques sur la signification de l'écriture dans une société. Alors, pour ce faire, le paléographe peut utiliser diverses méthodes qui sont soit de la mise en relation, de l'analyse fine de certains témoignages écrits, comme ça a été par exemple le cas pour étudier la création de l'écriture humanistique à Florence vers 1400, qui montre ou qui fait de l'écriture, qui met en scène l'écriture comme une partie intégrante du renouvellement des idées et de la culture italienne. Ou alors, dans d'autres modes d'études, on peut analyser quantitativement l'écriture pour faire apparaître des corrélations. Par exemple, voir apparaître certains types d'écriture dans les livres bibliques ou liturgiques, voir certains autres types d'écriture dans la littérature de fiction et d'agrément. Mais ces corrélations statistiques doivent évidemment être l'objet d'analyse pour voir l'intérêt et les limites de telles associations. Alors, la question de la distinction des écritures entre elles est une discussion extrêmement vive parmi les paléographes parce que plusieurs critères peuvent être utilisés pour définir une écriture.
Les critères les plus simples sont des critères qu'on va appeler morphologiques, où on étudie les formes de chaque lettre et les divergences entre les différentes phases de l'écriture pour chacune des lettres. De fait, certaines lettres reçoivent même le nom de l'écriture, ou certaines formes de lettres reçoivent le nom de l'écriture dont elles sont caractéristiques. Par exemple, on va parler de dé oncial pour dire un dé dont la partie qu'on a l'habitude de voir à la verticale est penchée, parce que dans l'écriture onciale, c'est sous cette forme-là qu'il se présente. Donc, cette analyse morphologique, qui est la plus traditionnelle dans les études paléographiques, peut être complétée par d'autres analyses. Des analyses qui portent sur la chaîne graphique, sur la façon dont les lettres vont se lier, vont interagir, ou des analyses métrologiques qui distinguent qui mesurent les lettres et leurs caractéristiques, qui vont distinguer par exemple des écritures qui sont ratatinées et avec très peu de dépassement en haut et en bas de la chaîne d'écriture, ou des écritures plus allongées. Ces différents critères peuvent se combiner et peuvent donner occasion à lire l'histoire de l'écriture selon différents points de vue. Les technologies numériques au XXIe siècle changent grandement les façons que l'on peut avoir de faire de la paléographie, tout en permettant aux paléographes de se concentrer sur ce qui est au fond leur cœur de métier, c'est-à-dire l'analyse historique. Donc, les technologies numériques, en permettant l'analyse automatisée des écritures d'après leur reproduction photographique numérique, vont apporter de nouvelles façons de voir les écritures. D'une part, évidemment, les machines permettent de traiter plus d'informations et d'analyser plus d'échantillons d'écriture en une seule fois. Ensuite, les machines vont permettre, par exemple, de classer les écritures selon les différentes classes qui sont repérées par les paléographes. Mais les machines, pour ce faire, travaillent très différemment des humains. C'est-à-dire qu'elles ne vont pas lire le texte, repérer les différentes formes de lettres, et puis classer les échantillons selon les formes spécifiques qu'elles repèrent. Elles vont analyser globalement les écritures et mesurer les similitudes, les ressemblances, de façon qui sont extrêmement opaques. C'est-à-dire que ces machines-là sont fondées sur de l'intelligence artificielle, sur des réseaux neuronaux profonds, et on ne sait pas quels vont être leurs critères pour classer les écritures. Donc le paléographe, face à ces résultats, peut être d'un côté heureux de voir que les machines classent correctement les manuscrits, mais il se trouve face à une nouvelle interrogation qui est pourquoi ces écritures sont considérées comme semblables, et surtout quand la machine se trompe, pourquoi se trompe-t-elle? Qu'est-ce que ça nous dit de l'écriture? Et l'IRHT a organisé récemment une compétition pour les informaticiens en classification d'écriture. Les confusions que font les machines sont pour certaines extrêmement compréhensibles, c'est-à-dire que des écritures qui sont proches historiquement vont être confondues alors même qu'elles sont faciles à distinguer pour un paléographe. Par exemple, l'écriture qu'on va appeler textualis et l'écriture qu'on peut appeler rotunda. Alors que d'un autre côté, elles vont séparer tout à fait proprement des écritures que nous considérons habituellement comme assez semblables,
comme les écritures carolines tardives et les écritures humanistiques. Donc pour revenir à la question de savoir ce que ça change pour le paléographe, d'une part, on peut avoir plus d'informations, mais par ailleurs, on doit surtout réfléchir très intensément à deux choses. C'est quels sont les critères que nous voulons appliquer dans notre analyse et quels sont les enjeux historiques des questions que nous posons. Et de l'autre côté, comment pouvons-nous interagir avec les machines pour mieux comprendre leurs résultats et pour améliorer leur performance. L'avancée étonnante et extrêmement rapide des technologies et de l'informatique fait rêver et rend crédible aujourd'hui l'idée que les ordinateurs seront un jour capables de lire les manuscrits médiévaux. Cette perspective fait peur à certains paléographes qui pensent que leur capacité est remise en cause par l'ordinateur et qu'ils pourraient être remplacés par l'ordinateur. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. Il y a 10 ans, les ordinateurs arrivaient à peine à lire les textes des ouvrages imprimés avec les technologies d'OCR. Aujourd'hui, dans certaines réalisations, certains projets de recherche, les ordinateurs peuvent reconnaître les textes avec 80% de mots correctement reconnus, ce qui est déjà très bien, mais qui est extrêmement loin de ce qu'on appelle lire un texte. Donc, il y a plusieurs choses qui font que la lecture des textes médiévaux par ordinateur est loin d'être une affaire résolue et dont on peut douter qu'elle n'arrive jamais à perfection. D'abord, l'écriture médiévale, l'écriture manuscrite, est extrêmement variable en forme, en mise en page évidemment, mais graphiquement, toute action d'un individu qui écrit va produire des variations et les ordinateurs ont du mal à gérer, à lire malgré les variations graphiques. Ensuite, les écritures du Moyen-Âge présentent d'autres difficultés comme la présence massive d'abréviations et l'emploi de normes orthographiques nettement moins stables que celles auxquelles la Troisième République nous a habitués pour écrire le français. Au-delà de ça, une grande part de ce qui constitue la lecture est l'intelligence du texte. C'est-à-dire, dans un premier temps, la compréhension des modèles linguistiques, la capacité à construire une phrase, et dans un deuxième temps, une intelligence fine du texte pour résoudre des cas d'ambiguïté. Si des travaux de linguistes permettent de construire des modèles linguistiques pour les ordinateurs qui peuvent être mis en place et exploités efficacement, l'intelligence fine du texte est une branche du traitement des langues naturelles qui demande encore beaucoup de recherche. Et enfin, une dernière difficulté, et qui est peut-être la difficulté majeure et qui se trouve peut-être insurmontable, c'est que les ordinateurs sont des élèves doués mais pas forcément géniaux et qu'ils ont besoin de très grands corpus d'apprentissage. Les taux de reconnaissance dont je parlais à l'instant de 80%,
concerne les 30 dernières pages d'un manuscrit de 100 pages écrit par un seul scribe. Et entraîné sur 100 pages, l'ordinateur arrive à lire la fin. Si on essaye de faire lire à un ordinateur toute la diversité des écritures du Moyen-Âge, sans le prévenir et l'entraîner spécifiquement sur chaque manuscrit, c'est évidemment une tâche qui est en dehors de ses capacités à l'heure actuelle et qui va le rester au moins pour 10 ans. Ensuite, personne ne sait ce que les technologies auront à nous offrir. La paléographie entretient des liens pour l'instant distants avec les sciences cognitives, mais c'est un fait que l'on peut déplorer. Parce que la paléographie en tant qu'histoire de l'écriture est évidemment aussi une histoire de la lecture, de la perception des signes, de la façon dont les signes s'agencent les uns avec les autres dans une société pour faire sens. Et l'histoire des formes et de leur perception est un point où les neurosciences ont évidemment d'autres perspectives et des enrichissements mutuels et réciproques sont à envisager. Plusieurs de mes collègues et moi-même avons déjà discuté ou participé à des colloques de chercheurs en neurosciences. Mais il est assez difficile pour l'instant de trouver réellement des terrains de recherche commune. On peut imaginer que des paléographes experts en matière de lecture soient l'objet d'expériences pour voir comment ils lisent et s'ils lisent les écritures médiévales différemment des gens d'aujourd'hui qui lisent des écritures d'aujourd'hui. Mais les recherches de la paléographie à l'heure actuelle peuvent peut-être proposer des analyses qui enrichiraient les recherches des neurosciences. Par exemple, dans l'un des projets de recherche qui a été mené à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, on a pu étudier comment le blanc, l'espace entre les mots, pouvait être perçu et mis en relation avec des catégories grammaticales. Mais dans cette enquête, on a vu à quel niveau de la lettre le blanc faisait sens et pouvait être perçu. Ça, c'est une donnée nouvelle qu'on n'avait pas analysée antérieurement, qui pourrait être un point d'entrée pour un dialogue plus intense avec les chercheurs en neurosciences. Pour l'instant, je pense que l'avenir pourrait être riche de telles recherches communes. L'étude des écritures anciennes apporte de nombreux éclairages et surtout beaucoup de recul face au débat sur l'apprentissage de l'orthographe, sur les nouvelles façons de communiquer, le langage texto ou les pertes de certains repères communs de l'orthographe. Ou également sur le débat qui est en perte de vitesse tout de même sur l'apprentissage syllabique et l'apprentissage par lecture globale. Alors, la première chose à dire, c'est que les hommes du Moyen-Âge étaient ni plus heureux ni moins heureux d'écrire en n'ayant absolument aucune orthographe et ils se débrouillaient fort bien.
Le français médiéval n'a pas de règles orthographiques, il est écrit comme les gens peuvent l'écrire, avec des variations dans la façon d'écrire un même mot à quelques lignes d'intervalle. Ils avaient certes une espérance de vie moins élevée, enfin ils étaient sans doute moins heureux, ils avaient un confort moindre au nôtre, mais en tout cas les problématiques de l'écriture et de l'orthographe ne les empêchaient pas de développer une pensée, une sensibilité, des goûts esthétiques, des créations artistiques dont certaines font encore notre admiration. Donc ça c'est le premier point. Dans l'ensemble des débats sur l'orthographe, ma pratique de paléographe me donne une approche extrêmement distanciée et je ne pense pas qu'aujourd'hui l'orthographe soit nécessaire à part dans son rôle de discriminant social. Ce que l'on peut par ailleurs regretter, mais c'est sans doute son seul rôle. Ensuite, il y a dans la connaissance des écritures médiévales et de leur diversité plusieurs éléments qui me semblent intéressants. D'une part, c'est la question de la capacité à communiquer et la capacité de l'écriture à porter une communication interpersonnelle. Et en ce sens, le clivage fort qu'il peut y avoir entre ma génération et la génération suivante fait que je suis parfois incapable de comprendre un message écrit sans l'avoir vocalisé. Au Moyen-Âge, on ne sait pas exactement comment la lecture procédait. La plupart des textes étaient vocalisés précisément, et il est difficile de savoir si c'était parce que le code graphique ne permettait pas une lecture immédiate, une compréhension immédiate à vue, ou si ça relevait d'autres processus. Là, c'est une question que l'on peut poser. Enfin, à un troisième niveau, les écritures médiévales qui sont pleines d'abréviations permettent également de voir avec une certaine distance les discours effrayés de nos contemporains sur la prolifération des abréviations dans les écritures informatiques. Néanmoins, il y a des différences qu'il serait dangereux de gommer ou d'ignorer. Et comparaison n'est évidemment pas raison. C'est-à-dire que le système abréviatif médiéval est un phénomène, d'abord est un système qui est appris et enseigné comme tel, comme moyen comme partie intégrante de l'écriture. On trouve dans les livrets d'apprentissage, même dans les premiers imprimés, des alphabets pour apprendre à lire et à écrire, qui comprennent les abréviations les plus courantes. Les évolutions actuelles dans la production écrite sont moins encadrées, moins maîtrisées. Alors il existe des abréviations qui font consensus, mais qui ont éventuellement un consensus qui lui-même est évolutif et qui n'est pas codifié.
un très bon exemple pour ces abréviations qui peuvent poser des problèmes de communication à l'écrit, c'est l'abréviation anglaise LOL, qui aujourd'hui signifie lot of laugh, ou lots of laugh, et qui autrefois pouvait signifier of love, ce qui a donné lieu dans certaines familles à des incompréhensions parce que signer LOL à la fin de l'annonce du décès d'un grand-oncle n'était pas compris de la même façon par les différents lecteurs. Et ces évolutions contemporaines pour lesquelles la paléographie nous permet d'avoir un recul critique qui me semble essentiel, doivent se lire face à quelque chose qui est une énorme différence structurelle. C'est qu'on est passé d'une société très largement orale à une société très largement écrite. C'est-à-dire que des enfants aujourd'hui à 5, 6, 7 ans peuvent écrire sur une tablette et utiliser un clavier et s'amuser à écrire sur un clavier, soit parce qu'il y a un côté ludique, soit pour d'autres raisons, et cette permanence, cette présence massive de l'écrit, qu'il soit manuscrit, mais surtout de nature typographique dans notre société, change évidemment la façon dont on peut lire les évolutions historiques. Et c'est pour ça qu'il faut rester extrêmement prudent dans les analyses. Les écritures du Moyen-Âge sont différentes des écritures de notre époque en plusieurs points, mais principalement par leur usage. Le Moyen-Âge est une société orale, où seule une minorité de gens sont capables d'écrire, en tout cas pendant la plus grande partie du Moyen-Âge. Ce qui impose des modes d'écriture qui peuvent être différents des nôtres. Et pourtant, à chaque point d'évolution de l'écriture du Moyen-Âge, on peut trouver des parallèles avec des situations plus contemporaines. En ce sens-là, l'histoire, sans jamais se répéter, est réellement, ou plutôt la paléographie, étudie une histoire qui ne se répète jamais, mais qui ne s'interrompt jamais non plus. On peut tout à fait étudier l'histoire de l'écriture contemporaine. Non. Au Moyen-Âge, on distingue plusieurs types d'écriture. Il existe des écritures posées, qui sont souvent les écritures utilisées dans les livres, des écritures articulées, où chaque partie de lettre est écrite l'une après l'autre. Souvent, en tout cas dans la plupart des aires géographiques, avec une plume large, ce qui impose des contraintes matérielles de levée de plume, de sens de tracé des traits, qui rendent ces écritures caractéristiques. Néanmoins, il existe aussi d'autres écritures qui sont plus liées, souvent également réalisées avec des plumes plus fines, et qui vont développer d'autres types de tracés. Mais dire le Moyen-Âge en englobant en une seule période un long millénaire d'écriture est toujours problématique. Dire qu'au cours du Moyen-Âge, par exemple, on constate dans une première partie, dans le Haut Moyen-Âge, l'abandon d'écriture cursive au profit d'écriture formelle, livresque, posée, lente, articulée, des écritures que Pétrarque plus tard appellera des écritures de peintre.
Et ce phénomène semblait archaïque, voire barbare, à des paléographes des années 1960. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Les étudiants tendent, y compris en France, à prendre de plus en plus leurs notes en écriture bâton, en Italie à prendre leurs notes en écriture capitale, en majuscule, donc dans des écritures qui sont beaucoup plus lentes, alors que notre outillage matériel, le stylo à billes, qui glisse facilement sur les feuilles de papier, permettrait à ces étudiants qui ont un apprentissage scolaire d'écrire des écritures plus rapides, plus cursives, plus efficaces. Donc de ce point de vue-là, l'écriture médiévale, dans ses évolutions, se distingue de la situation contemporaine par des usages sociaux qui sont spécifiques, par une inclusion dans un milieu qui est profondément oral, par des contraintes techniques qui sont très différentes, parce que le Moyen-Âge ne connaît quasiment pas l'imprimerie sauf à sa toute fin, parce que le Moyen-Âge écrit sur parchemin, sur papier et partiellement sur papyrus, alors qu'aujourd'hui on n'écrit quasiment plus que sur papier et sur tablette. Mais les différentes conséquences ou les différents phénomènes d'évolution des écritures médiévales peuvent trouver des échos dans des évolutions qui ont lieu soit à d'autres moments dans l'histoire, soit dans d'autres lieux et d'autres civilisations. La paléographie comme science ou histoire de l'écriture est aussi une science de l'histoire de la lecture. De la lecture dans son enseignement et dans son apprentissage, parce que les populations médiévales qui étaient en capacité de lire, formant certes une minorité, devaient également apprendre à reconnaître les signes et mettre en œuvre leur savoir. Mais avant toute chose, il faut savoir que la lecture au Moyen-Âge ne procède pas exactement des mêmes mécanismes que la lecture d'aujourd'hui. C'est-à-dire que souvent, quand une personne du Moyen-Âge a affaire à un texte écrit, elle va l'entendre. Soit l'entendre prononcé par quelqu'un d'autre qui a appris, soit même l'entendre prononcé par elle-même, parce que pendant la plus grande partie du Moyen-Âge, la lecture se fait de façon orale. La lecture silencieuse dans sa tête est une évolution progressive des études dans un contexte lettré, éduqué, scolastique, de la deuxième partie du Moyen-Âge, ou du Moyen-Âge central et tardif. Au-delà de cette différence fondamentale, il y a également d'autres différences où il faudrait tout de suite entrer dans les nuances selon les différents groupes qui utilisent l'écriture. Il y a des différences entre les écritures livresques, bibliques, scolastiques, utilisées à l'Université de Paris en théologie par exemple, qu'on va écrire et lire d'une certaine façon pour les études, et puis les écritures d'usage par exemple des marchands italiens qui vont être des écritures du quotidien. Mais dans les différents cas, il y a des points communs comme la présence d'abréviations qui changent, je pense, le statut du texte écrit
et de la lecture par rapport à nos habitudes actuelles, c'est-à-dire qu'il y a une lecture qui doit être plus active parce que forcément plus interprétative. En additionnant des signes qui risquent toujours de créer une ambiguïté et qui imposent de comprendre facilement le texte pour le lire facilement. Ce qui, je crois, a beaucoup changé dans les modes d'écriture et dans les modes d'apprentissage de la lecture du XXe et du XXIe siècle. La paléographie doit être comprise évidemment dans un dialogue avec les autres sciences du texte qui sont cultivées à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, que ce soit l'histoire de la littérature, la philologie, la diplomatique, bref, toutes les études portant sur les textes transmis au Moyen-Âge. D'une part, la paléographie, au plus petit niveau, nous aide à comprendre dans l'histoire de la transmission des textes certains accidents, certaines fautes qui peuvent certaines fautes de copie qui peuvent être très facilement interprétées comme des erreurs de lecture, comme des erreurs sur des signes d'abréviation, des erreurs sur le nombre de jambages dans un mot, ou des erreurs sur des ensembles graphiques qui peuvent être ambigus. Plus globalement et dans une perspective qui personnellement m'intéresse beaucoup plus parce que mes recherches portent principalement sur les codes graphiques et les normes sociales, la paléographie nous apprend quel est le niveau de réception d'un texte, comment il est lu, par sa mise en forme, comment il est produit et pour quelle lecture. C'est-à-dire que selon le public auquel on va s'adresser, on ne va pas copier le même texte avec la même écriture. On va pouvoir changer de formalité, on va pouvoir changer de famille d'écriture, on va mettre en scène un texte. Et de ce point de vue-là, la réflexion historique de la paléographie est absolument fondamentale pour comprendre l'histoire des textes. Ensuite, dans la pratique quotidienne du travail, il y a de nombreux ponts qu'il serait trop long de détailler. Mais par exemple, je travaille beaucoup en relation avec mon collègue Sébastien Barré, qui est responsable de la section de diplomatique. Et nos analyses conjointes sur la mise en scène des signes de validation, comment on confère à un document une valeur d'original ou d'authentique, comment le formulaire, par exemple, permet de comprendre un texte et éventuellement de se passer de ponctuation graphique, qui serait plutôt le domaine d'étude de la paléographie. Ces points d'étude sont communs ou plutôt les réponses les plus stimulantes, les points de recherche les plus féconds sont souvent à la croisée de deux champs disciplinaires. La paléographie a beaucoup à apprendre de l'archéologie expérimentale, c'est-à-dire à la reproduction à l'heure actuelle, ou à des essais de reproduction, des écritures anciennes
avec des outils aussi proches que possible des outils utilisés durant le Moyen-Âge. Grâce à mon ancien professeur, Mark Smith, j'ai fait la connaissance de deux calligraphes, Laurent Rébénat et Bruno Gigarel, qui travaillent précisément dans une perspective à la fois esthétique et extrêmement historique, en cherchant à reproduire les écritures du Moyen-Âge, non pas uniquement dans une forme idéale, type, une forme rêvée, qui n'est pas forcément celle qui a été réalisée dans les manuscrits, mais à s'inspirer des réalisations médiévales pour développer leurs écritures. Et en prenant des cours de calligraphie avec eux, je dois avouer que ma propre pratique, ma propre réflexion de paléographe a évolué considérablement. Pour tout dire, dans mon positionnement disciplinaire antérieur, j'avais tendance à considérer que le scribe médiéval était, sinon toujours un professionnel, du moins un artisan instruit, qui avait appris à manier sa plume pour produire la forme qu'il avait l'intention de produire. Ayant constaté sur ma propre personne à quel point il est difficile de réaliser la forme qu'on a en tête, et combien de temps j'ai dû m'entraîner pour ne serait-ce que tracer un I majuscule, c'est-à-dire juste un trait droit, mais pour faire en sorte que ce soit un beau trait droit avec les appuis, les passages plus larges là où il faut et des passages moins larges et moins appuyés à d'autres endroits. J'ai changé de perception. C'est-à-dire que, bien entendu, on ne peut pas uniquement raisonner par analogie et on ne peut pas du tout, en tant qu'historien, raisonner ou faire des démonstrations en projetant sur un monde irrémédiablement disparu qu'est le Moyen-Âge des perceptions qui sont des perceptions contemporaines du XXIe siècle. Néanmoins, la prise en compte des contraintes matérielles, qu'elles soient celles de la plume, qu'elles soient celles du matériau, qui peut être plus ou moins malléable, plus ou moins souple, ou les contraintes de l'encre également, les contraintes des positions, parce que les gens du Moyen-Âge n'écrivent sans doute pas dans la même position que nous. C'est-à-dire qu'on voit sur de nombreuses enluminures la reproduction de lutrins, de surfaces inclinées. Bref, toutes ces composantes matérielles sont et ces composantes matérielles dans leur diversité au cours du temps médiéval ou dans les différents lieux, ces contraintes matérielles doivent être prises en compte dans notre analyse et dans notre compréhension des écritures. Et pour cela, une pratique personnelle ou un dialogue actif avec des gens qui pratiquent, donc des archéologues de l'écriture ou des calligraphes archéologues, ce dialogue-là est extrêmement nécessaire. Que pourrait être la paléographie du futur ?
Si j'ose dire, je n'en sais rien, mais j'y travaille. C'est-à-dire que pour ma part, je suis extrêmement engagé dans le dialogue transdisciplinaire, à la fois avec les sciences de l'ingénieur, avec la vision d'image par ordinateur, et j'essaye également d'ouvrir mes recherches à d'autres disciplines des humanités comme la linguistique, la diplomatique, l'épigraphie. Ce faisant, je rêve d'une paléographie plus globale où les tâches auxiliaires de la paléographie seraient confiées en tant que de besoin et pour ce qui est pertinent à des machines, et où la paléographie tiendrait proprement son rang et son rôle parmi les disciplines historiques, comme l'histoire de l'art, l'histoire des mentalités. Il doit y avoir l'histoire des pratiques de l'écriture et de lecture. Dans la même idée d'une paléographie plus large, je pense aussi que la paléographie doit dépasser les frontières chronologiques qui existent à l'heure actuelle, ne serait-ce que parce que les écritures manuscrites actuelles sont très largement encore les héritières des écritures gothiques, alors que nos écritures imprimées, elles, relèvent d'une autre branche de l'écriture, mais aussi parce que l'on peut rêver d'une paléographie qui décloisonne non pas seulement les périodes chronologiques, mais également les aires culturelles, et on peut penser à des recherches en lien avec l'anthropologie ou les neurosciences sur l'écriture, la lecture, la perception du signe, indépendamment des alphabets. Et on pourrait étudier les différents systèmes graphiques. Je viens de dire alphabet, mais on peut penser aussi au système idéographique, dans une conception plus large de la paléographie. L'avenir des chercheurs en paléographie ou dans d'autres disciplines est très incertain. Mais la recherche, de toute façon, est une sorte de danse sur une corde raide, où la recherche, c'est faire de l'alpinisme, c'est ouvrir des voies où personne n'est jamais allé. Ce que souhaite un chercheur, c'est ouvrir une voie. À partir du moment où les rivets sont plantés dans le mur, ça n'a plus aucun intérêt. Donc l'avenir est incertain d'un point de vue disciplinaire, parce qu'on espère bien qu'on trouvera dans les années qui viennent des questions qu'on n'a pas encore eu l'idée de se poser. Et ça, c'est quelque chose que, pour ma part, je trouve très stimulant, très excitant. Et je suis heureux de travailler pour le Centre national de la recherche scientifique, où précisément on peut aller dans cette direction qui est une direction de l'inconnu. Ensuite, il y a évidemment des questions pour l'avenir d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue institutionnel, de gestion de la recherche. Le système français de la recherche est passé très largement d'un mode de financement de la recherche qui était un mode de financement récurrent, stable, avec un personnel recruté durablement,
et c'est exactement ce modèle qui a porté ses fruits, par exemple, avec le prix Nobel de chimie qui a récompensé un lauréat français qui a fait toute sa carrière dans un même laboratoire en creusant un sillon de plus en plus profond et de plus en plus fécond sur des problématiques définies. Et il y a par ailleurs une évolution, où il y a cette évolution de ce modèle vers un financement plus dirigé, avec des projets qui sont financés pour une durée déterminée, avec des recrutements de personnel souvent très précaires. Cette précarisation du personnel de la recherche précarise non seulement les gens, ce qui est parfois douloureux humainement, mais précarise aussi la recherche elle-même, parce que des gens à qui on promet des contrats courts et pas de perspective peuvent tout à fait légitimement partir en milieu de contrat pour aller prendre un contrat plus avantageux. Cette façon de financer la recherche, je viens d'en dire toutes les limites, ou les limites humaines. Elle présente, et c'est pour ça aussi qu'elle a été mise en place, certains avantages en offrant parfois plus de flexibilité, et de ce point de vue-là, je dois bien dire qu'à titre personnel, je me suis inscrit de plein pied dans cette dynamique, pas forcément par choix au départ, parce que j'ai été recruté à l'IRHT à un moment où il n'y avait plus personne à la section de paléographie, et donc il fallait que je monte des projets pour pouvoir attirer des gens. Mais il se trouve que cette opération-là m'a plutôt réussi personnellement, c'est-à-dire que désormais, à l'heure actuelle, je dirige plusieurs projets qui ont des financements très importants, puisque les différents projets que je dirige ont obtenu pour plus d'1 million d'euros de financement. Et ce qui veut dire qu'on est dans une phase où on n'arrive pas à mettre en regard de façon équilibrée de l'argent qui est disponible et qu'il faut solliciter, des recherches dont il faut organiser le développement harmonieux au long cours, et des réalités humaines auxquelles il faut prendre la plus grande attention, parce que la plus-value de la recherche, c'est ce que le cerveau humain est capable de produire de meilleur, et le cerveau humain est pas capable de donner le meilleur de lui-même quand il se demande ce qu'il fera à la fin de son contrat qui dure 3 mois. Donc, j'espère que l'avenir nous donnera un mode de financement et de structuration de la recherche qui saura peut-être un peu plus élégamment et positivement créer un équilibre entre le fait de marcher sur la corde raide, ce que désirent les chercheurs d'un point de vue intellectuel, mais pas forcément humain, et gérer convenablement une population et des infrastructures de recherche qui, à l'heure actuelle, sont, en France tout du moins, largement financées par le contribuable.